Voilà, alors on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la médecine intégrative et complémentaire. On s'excuse infiniment pour le petit retard, mais il y a eu un tout petit souci technique. Voilà, je me présente, je m'appelle Magali Deppen, je suis en charge des cours et formations pour la société CEP en Suisse romande. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir professeur Bernard Renella qui vient nous parler de médecine intégrative et complémentaire. Notamment à travers l'exemple du traitement de la douleur pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Petit point technique, si vous avez des questions pendant le webinaire, il ne faut pas hésiter à les écrire à tout moment. Vous avez un petit panel avec une petite flèche rouge ou orange, donc vous pouvez les écrire déjà pendant le courant de la présentation et puis on y répondra à la fin. Ou si jamais il y a quelque chose de très important pendant le webinaire. Et puis, souvent, on n'arrive pas forcément à répondre à toutes les questions. Et s'il y a des questions très spécifiques liées à une situation personnelle, on ne peut pas forcément y répondre non plus, ne sachant pas tous les détails de la situation. Mais vous pouvez évidemment nous contacter aussi par email ou par téléphone par la suite de ce webinaire si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Sachez aussi que le webinaire sera disponible en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours, hein, donc vous pouvez aussi le revoir hein, si vous avez des informations que vous voulez retrouver. Voilà, pour le reste, c'est assez vite dit, hein. On aura donc la présentation de la professeure Bernard Renella et puis après on prend les questions. Et puis je ferai une petite conclusion aussi avec des informations générale. Et puis, je vais maintenant accueillir la professeure Bernard Renella, à qui je vais passer l'écran d'ici quelques secondes. Et puis, je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et du coup, rappelez-moi comment je dois partager mon écran. C'était déjà… Vous avez reçu Alors, l'invitation. Normalement, voilà, ça montrez-moi vient l'écran. chez vous. Ça vient Excellent. tout seul. Voilà. Et là, du coup, vous voyez probablement quelque chose qui n'est pas très intéressant parce que c'est nous. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez… C'est parfait. C'est tout bon. Oui, excellent. Et puis, je vais peut-être… Super. voilà. Donc effectivement, je viens vous parler de médecine intégrative, soit combiner des médecines complémentaires et conventionnelles pour la CEP. Et c'est vrai que, au vu de mes compétences spécifiques qui sont d'être une interniste formée en oncologie interventionnelle, en médecine psychosomatique et en hypnose, mon intérêt tout particulier va être pour la douleur. Mais je vais vous parler aussi un peu plus largement d'autres choses qui peuvent être intéressantes en termes de médecine complémentaire dans le contexte de la CEP. Donc, les objectifs, c'est de donner juste une définition de la médecine complémentaire et intégrative, de classifier les principales formes de médecine complémentaire, de parler rapidement des médecines complémentaires en Suisse, de parler d'indications de différentes approches de médecine complémentaire dans le contexte de la CEP, et puis d'aller plus loin dans des exemples pour l'antalgie, et finalement de parler aussi un peu de comment choisir un praticien ou une praticienne. Donc, les définitions, c'est important parce que c'est vrai que dans cette terminologie, on peut s'y perdre un tout petit peu entre médecine parallèle, complémentaire, intégrative. Alors, on parle de quoi? La médecine intégrative, c'est une médecine qui se veut centrée sur la personne dans toutes ses dimensions psychocorporelles et spirituelles et sociales aussi, avec une volonté de proposer pour les problématiques de santé rencontrées, non seulement de la médecine conventionnelle, donc des médicaments, de la chirurgie, des approches physiothérapeutiques, etc., mais aussi des approches qui viennent du domaine complémentaire, que ce soit de la phytothérapie, des thérapies énergétiques ou des thérapies qui se rapprochent en fait de la psychologie aussi. Et puis, notre volonté, c'est d'accompagner vraiment le chemin de santé des patients et de leur volonté thérapeutique. La médecine intégrative, c'est un accompagnement qui se veut transversal de la santé. Donc, nous, en médecine, souvent, les médecins sont formés plutôt à s'intéresser à la pathogénèse, de comment on tombe malade, comment est-ce qu'on entre dans la maladie avec les premiers signes, les premiers symptômes, et puis d'offrir par rapport à ça des soins qui sont vitaux, des soins de support.
Mais la perspective qui nous manque souvent, c'est cette perspective de salutogenèse, de comment est-ce que on récupère la santé, ou bien comment est-ce qu'on reste en bonne santé, on fait croître la santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui passe plutôt du côté de prendre conscience et faire croître les facteurs de santé. Et là, on peut être du côté de la prévention ou de la restauration de la santé. Et l'autre aspect encore qui est très important en médecine intégrative, c'est de s'intéresser aux ressources des personnes, sachant que trop longtemps, la médecine un peu patriarcale décidait au fond qu'est-ce qui était bien pour les gens. Vous avez trop de cholestérol, vous devriez ci ou ça. Vous avez ci ou ça et c'est moi qui ai décidé pour vous. Alors que finalement, si on ne prend pas le patient comme notre partenaire dans ce chemin, avec surtout des maladies où dans la chronicité, on va peut-être aussi suggérer des changements de comportement. Si on ne tient pas compte des ressources que les gens ont et des volontés qu'ils ont, évidemment, on part un peu tout seul dans un chemin qui est forcément faux. Donc vraiment, dans cette perspective, on va amener des solutions qui parfois sont plutôt de l'ordre du soin, de l'accompagnement, de traiter les symptômes et pas forcément de résoudre la maladie primaire ou de guérir. Mais ça, c'est vrai qu'avec des maladies pour lesquelles la guérison n'est pas forcément promise encore de nos jours, eh ben, c'est très important qu'on s'intéresse à ces symptômes, à l'accompagnement et à être avec, même si on n'a pas une solution qui soit parfaite et résolutive. La médecine intégrative, c'est une science encore assez nouvelle qui a vraiment démarré avec cet article que je vous montre là dans un très grand journal médical publié en 1993 où finalement des chercheurs un peu curieux et courageux ont osé aller demander aux patients, au fond, qu'est-ce que vous faites à part aller chez votre médecin? Parce que avant ça, en fait, on savait bien que les patients consommaient peut-être des médecines complémentaires, mais l'habitude était de pas en parler, de considérer que c'était vraiment deux champs séparés. C'était pas le problème des médecins. Et là, ils ont été posé la question, au fond, est-ce que vous consommez des médecines complémentaires? Et la réalité, c'était que plus de 34% des personnes interrogées avaient consommé plus d'une médecine complémentaire par an, avec les plus fréquentes des techniques de relaxation, chiropraxie et massage. Ça représentait 425 millions de visites par an, donc plus que de visites de médecins de premier recours. Et là, à gauche, vous voyez les problèmes pour lesquels il y avait le plus de consultations. Et on voit que c'est beaucoup des symptômes douloureux et puis éventuellement aussi des troubles de l'humeur. Donc ça, c'était un peu l'état des lieux. Et ce qui est peut-être un peu choquant, c'est que ça n'a pas changé. On est toujours dans les mêmes genres de taux et vous allez le voir tout de suite. La consommation en médecine complémentaire reste très importante. Et ce qui est souhaité par la médecine intégrative, c'est que ça devienne un dialogue avec les patients et puis que ça devienne un dialogue entre médecine complémentaire et médecine conventionnelle, que ce soit pas l'un ou l'autre ou l'un à côté de l'autre, mais que ce soit tous ensemble pour la meilleure santé possible de nos patients. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de médecine complémentaire? Juste rapidement, la définition de l'Organisation mondiale de la santé, ça fait donc référence à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la médecine conventionnelle, donc pas partie de ce qu'on enseigne dans nos écoles de physio, médecins ou infirmiers, et qui ne sont pas intégrés au système de santé dominant. Alors, on voit dans cette définition que selon où on se trouve et à quel moment de l'histoire on est, une médecine qui est en ce moment complémentaire, peut-être à l'avenir sera conventionnelle et inversement. Par exemple, la chiropraxie est devenue une médecine conventionnelle. Elle est maintenant enseignée à l'école de médecine à Zurich. Et du coup, ce n'est plus une médecine complémentaire, mais il y a 20 ans, ça l'était. Et puis, de l'autre côté, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, ici, il y a une médecine complémentaire et en Chine, il y a une médecine conventionnelle. Donc, ça garde quelque chose qui reste très flexible selon le lieu et le temps. Mais je vais quand même vous donner des exemples de ce que nous, on considère dans notre système de santé suisse en ce moment comme des médecines complémentaires, en vous donnant aussi une catégorisation pour aider un tout petit peu à assembler ce qui se ressemble en termes surtout de mécanismes d'action. Donc, on a des thérapies qui sont à base de substances naturelles et là, je vous donne dans l'encart jaune des exemples. Par exemple, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, ce n'est pas exhaustif.
il y a environ 200 médecines complémentaires qui ont été répertoriées. Donc là, moi, je vous donne des exemples de choses qui sont fréquemment utilisées, mais ce n'est pas exhaustif. Les thérapies énergétiques, on peut parler par exemple de Qigong ou de Reiki ou de magnétisme. Les thérapies manipulatives, body-based, là on est sur par exemple du massage, de la réflexologie, de l'ostéopathie. Et puis les thérapies psychocorporelles ou mind-body, par exemple l'hypnose, la méditation ou l'art-thérapie. Et puis on a des systèmes thérapeutiques entiers qui vont aller puiser dans les autres catégories pour créer des systèmes entiers, comme par exemple la médecine traditionnelle chinoise, qui est un assemblage de différentes techniques, que ce soit l'acupuncture, qui est peut-être une des plus connues, mais il y a aussi la phytothérapie. Le Qigong est une technique énergétique et de mouvement thérapeutique qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, etc. Voilà. Du point de vue des mécanismes d'action, donc là, on peut détailler un peu dans ces catégories sur quoi on travaille au fond. Et les thérapies à base de substances naturelles, ben, c'est des substances bioactives plus ou moins diluées qui sont soit ingérées, appliquées ou inhalées. Les thérapies énergétiques visent un travail avec des champs énergétiques ou électromagnétiques. Les thérapies basées dans le corps, on va essayer de viser peut-être une relaxation ou une résolution de dysfonction, une libération d'habitudes posturales. Et les thérapies psychocorporelles vont utiliser la capacité de l'esprit et du cerveau à influencer le fonctionnement ou les perceptions du corps. Et les systèmes thérapeutiques entiers, évidemment, ont différents mécanismes d'action vu qu'ils combinent différentes techniques. Voilà. En Suisse, les médecines complémentaires ont été ancrées dans la Constitution depuis une votation qui a eu lieu en 2009. Et suite à ça, il y a eu une décision de rembourser certaines des médecines complémentaires. Mais c'est à beaucoup de conditions. C'est vraiment seulement les thérapies que vous voyez là, médecine anthroposophique, homéopathie, phytothérapie et médecine traditionnelle chinoise, du moment que c'est pratiqué par un médecin et que ce médecin s'est formé et a un diplôme particulier. Donc, en fait, ça représente seulement environ 1000 médecins en Suisse. Et évidemment, ça ne représente pas du tout l'ensemble des pratiques et de ce qui est consommé par les patients. Donc, au fond, les médecines complémentaires, c'est 30 000 praticiens non médecins en Suisse qui sont surtout remboursés par des assurances complémentaires. Et là, je vous montre, alors je ne suis pas particulièrement de fan de Suica, j'essaie pas de faire de la pub, mais j'avais été frappée par cette publicité qui avait été montrée en automne 2019, qui montrait quelque chose d'important, c'est que les assurances complémentaires, en fait, essayent de promouvoir ces pratiques parce que c'est un marché. Donc, il y a tout un côté commercial là derrière qui sous-tend aussi le fait que les personnes qui vont avoir accès finalement à ces thérapies via une assurance complémentaire doivent avoir le privilège d'avoir été acceptées par cette assurance. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément accessible pour tout le monde. Et puis bon, le message ici était quand même assez rigolo parce que le patient a l'air pas particulièrement rassuré. Ils essayent de promouvoir une image positive des médecines complémentaires, enfin c'est en tout cas ce qu'ils disent, mais le message implicite en fait n'est pas particulièrement rassurant ni positif, je trouve, mais plutôt ironique. Qu'est-ce qu'on fait en Suisse en termes de médecine complémentaire? Combien est-ce qu'on en consomme? Alors, rappelez-vous, aux États-Unis, dans les années 90, c'était autour des 30%. Et en fait, en Suisse romande, c'est la même chose. En 2017, on a des chiffres actualisés par rapport à ce que vous voyez là. On a environ 37% de la population romande qui a consommé au moins une fois par année dans les derniers 12 mois une médecine complémentaire. Et ça, c'est du tout venant, c'est un inventaire des ménages. Donc, ce n'est pas des patients en particulier. Évidemment, parmi les patients, les personnes qui souffrent dans leur santé vont avoir plus de raisons d'aller consulter. Donc, évidemment, ça va être plus que ce qu'on voit là. Ça, c'est juste du tout venant, avec une moyenne autour des 25% en Suisse. Alors, en termes d'indications pour les médecines complémentaires dans la sclérose en plaques, de quoi est-ce qu'on peut parler? Évidemment, il faut toujours réfléchir en termes de risques et bénéfices. Et ça, on le fait aussi pour les médicaments immunomodulateurs, évidemment. Et c'est des discussions que vous avez certainement déjà eues avec vos médecins, de se dire, est-ce que ce traitement est efficace? Et puis, oui, c'est quand même ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit efficace, c'est pour ça qu'on les prescrit. Est-ce qu'il est sûr? Et si c'est le cas, alors à ce moment-là, on va vous le prescrire et vous le recommander. On sait bien que aussi en termes de médecine conventionnelle, autant que complémentaire, parfois le traitement est efficace,
mais il peut avoir des risques. Et ça, avec les traitements immunomodulateurs, vous en êtes bien au courant, on vous monitore. On ne vous laisse pas juste partir avec des traitements pendant des années sans suivi. Donc, on est dans des catégories où on réfléchit. Est-ce qu'on donne? Oui, parce qu'il y a une raison de le donner, mais qu'est-ce qu'on va devoir faire comme monitoring derrière en vue de la sécurité? Et ça, c'est une question qu'on doit aussi se poser pour les médecines complémentaires. Et si le traitement n'est pas efficace, alors à ce moment-là, s'il est sûr, on peut le tolérer, mais s'il n'est pas sûr, il faudra vraiment le décourager. On essaie d'aider nos jeunes médecins, c'est vraiment un graphe que moi j'enseigne aux étudiants en médecine, parce que finalement, en termes de médecine complémentaire, souvent les médecins ont un peu peur, ils connaissent pas bien si c'est efficace ou pas, et puis ils connaissent pas bien la raison de la sécurité ou pas, donc en fait ils vont systématiquement à la case décourager parce que en fait ils veulent être dans la sécurité et ils veulent vous protéger, donc ils risquent de vous dire non à beaucoup de choses juste parce qu'ils ne sont pas suffisamment au courant et qu'ils ont un peu peur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire évoluer en familiarisant les jeunes médecins avec les bases de données où on peut trouver de l'évidence scientifique, des connaissances, pour qu'ils sachent plus, au fond, le traitement que vous souhaiteriez peut-être essayer ou bien dont vous avez entendu parler, vous leur amenez des informations. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on peut réfléchir avec vous sur la raison de le prendre et la sécurité qu'il y a derrière? Donc, médecine complémentaire pour la CEP. Alors, il y a quelque chose dont je vais vous parler, c'est les niveaux de preuve. Et ça, c'est important. Je vous ai montré tout à l'heure, est-ce que c'est efficace? Ben, on se base sur quoi pour savoir ça? Et si c'est sûr, ben, on se base sur de la littérature, des essais cliniques, etc. Et puis, le gros problème qu'on a, c'est que parfois, le niveau de preuve, il n'est pas très bon. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon, le niveau de preuve? Ben, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'études. Alors, et je vais vous le démontrer tout à l'heure, dans la CEP, ben, est-ce qu'on a assez de patients pour tester un type de thérapie et est-ce que ça a été testé dans votre maladie? Parce qu'on a des thérapies qui ont été testées pour d'autres maladies auto-immunes, mais pas dans la CEP. Alors, on n'a pas assez d'études peut-être pour dire quelque chose sur ça. Est-ce qu'on a des bonnes études? Parce que les études les plus simples à faire, au fond, c'est des études descriptives. C'est je décris 3 cas de patients qui ont super bien répondu à un traitement de phytothérapie. Mais ça n'a pas la même valeur que si on a étudié 100 patients et puis qu'on les a attribués au hasard à 2 traitements différents. Donc, est-ce que cette étude a été randomisée ou pas? Est-ce qu'elle a été bien validée ou pas? Ça va nous préoccuper. La taille de l'étude aussi, justement 3 contre 100, ben, moi je préférerais prendre un nouveau traitement qui a été testé par 10 000 personnes que par 5, parce qu'on aura plus de notions. Si tout le monde y répond bien, ou bien si c'était juste 5 chanceux qui avaient été bien sélectionnés pour ne pas avoir d'effets secondaires, etc. Et puis, il y a aussi parfois des biais des études qu'il faut considérer. Par exemple, si c'est le thérapeute lui-même qui a envie de valider sa propre thérapie, tout aussi bien que la boîte pharmaceutique qui promeut sa propre étude, ils vont avoir un biais par rapport à quelqu'un de neutre d'une université qui n'a pas de bénéfices secondaires à dire que le traitement marche bien. On a ce genre de biais. Ou bien du biais de recrutement, on a pris par exemple que des patients qui ont une maladie très très légère. Et du coup, c'est peut-être plus facile qu'ils aillent bien après. Ou bien on a pris au contraire des patients qui étaient extrêmement atteints dans un symptôme particulier, mais ça correspond peut-être pas à l'ensemble de la population. Donc, qu'est-ce qui a été démontré? En fait, il y a peu de choses. Le cannabis, c'est la chose qui a été la mieux étudiée pour la spasticité et la douleur. Et là, on a un bon niveau de preuve. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'études, des études bien faites, des études solides. On peut y croire. On peut dire que là, on a assez de science pour valider ça, pour l'encourager, en sachant aussi qu'il y a toujours quelques risques parce que c'est une substance bioactive qui est ingérée et donc elle peut avoir des effets secondaires. Donc il faut être au courant, qu'il faut avoir le courage de discuter et de monitorer. La méditation a aussi un bon niveau de preuve pour la douleur, la qualité de vie, l'anxiété, la fatigue et la dépression. Et ça a été aussi joliment étudié.
Ensuite, niveau moyen ou faible de preuve, c'est la stimulation magnétique, par exemple la RTMS pour la fatigue et la spasticité. Et ce que vous voyez là, c'est que je vous montre toujours une thérapie avec l'indication. C'est-à-dire que la stimulation magnétique, par exemple pour la douleur, ben, ça n'a pas été assez étudié. Est-ce que ça veut dire que c'est pas efficace? Non, on n'a juste pas assez d'études pour dire qu'on peut le recommander. En tout cas, dans le contexte de la sclérose en plaques. Le ginkgo a été étudié pour la fatigue, encore pas suffisamment bien pour qu'on puisse être complètement sûr, mais ça suffirait à dire que c'est quand même plutôt favorable. Pas d'effet par contre pour la fonction cognitive. Et ça a été bien étudié. Il y a un bon niveau de preuve. Il y a suffisamment d'études pour dire qu'il n'y a pas d'effet. Parce que quand je dis justement, on ne sait pas, ou ça n'a pas été démontré, c'est que peut-être on ne l'a pas recherché, ou bien ça a été bien recherché et puis il n'y a pas d'effet. La réflexologie pourrait être utile pour les paresthésies, donc pour les sensations désagréables de picotement ou de brûlure dans les extrémités, mais c'est un faible niveau de preuve. Mais c'est encourageant, donc ça mérite peut-être d'être essayé. Le yoga, possiblement utile pour la fatigue et l'humeur, là aussi faible niveau de preuve, et à savoir que la réflexologie, qui est un type de massage, et le yoga sont des thérapies qui vont être prises en charge éventuellement par votre caisse maladie complémentaire, mais pas par la base. Les suppléments de vitamine D, là, il y a des résultats conflictuels. Il y a eu 2 grosses revues de la littérature, une qui ne trouve pas de soutien et l'autre qui trouve éventuellement qu'il y a des possibles effets contre la progression. Donc, mais avec un faible niveau de preuve. Donc, c'est pas très convaincant. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est que c'est pas de prendre des mégadoses de vitamine D, mais c'est vrai bien pour les personnes qui auraient un déficit en vitamine D, il s'agirait éventuellement de complémenter. Mais donc, ça demande de faire une prise de sang et de vérifier avec votre médecin traitant s'il y aurait un déficit et pas d'aller prendre des mégadoses à la maison. Et puis, finalement, là, on a des choses pour lesquelles il n'y a pas de preuve d'efficacité. C'est l'huile de poisson ou les suppléments d'oméga 3, pas d'efficacité démontrée contre la progression de la maladie et des symptômes. Néanmoins, c'est à faible risque. C'est vrai que le régime méditerranéen, on le recommande généralement. Et puis, si c'est pas un bénéfice pour la sclérose en plaques, au moins ce sera pour le cholestérol. Donc, ça, bon, voilà, il faut savoir pourquoi on fait les choses aussi, quel est l'espoir derrière. La thérapie par piqûre d'abeille, apparemment, c'est quelque chose qui a été pas mal regardé dans la littérature ou qui circule en tout cas dans les médias sociaux, semble plutôt inefficace contre la progression de la maladie et les symptômes. Et puis, ça a des risques importants d'effets secondaires, de choc anaphylactique. Donc ça, c'est pas recommandé, même si pour l'instant, c'est plutôt un faible niveau de preuve. Il n'y a pas encore beaucoup d'études, mais le risque est assez important pour qu'on s'en méfie. Et finalement, de l'oxygène hyperbare, on n'a pas de preuve d'utilité, mais à nouveau, faible niveau de preuve. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui ont été spécifiquement étudiées dans la CEP. Mais finalement, quand on a des douleurs chroniques dans le contexte de la CEP, est-ce que vraiment c'est des douleurs de la CEP ou est-ce que c'est des douleurs chroniques comme toute autre douleur chronique? On peut commencer à se demander si on ne pourrait pas bénéficier peut-être quand même de traitement de la douleur chronique en tant que telle. Parce que la douleur chronique, on la considère maintenant comme une maladie. Et je vais vous en parler un peu plus. Donc, quand on a une douleur aiguë, là, je vous montre un bonhomme qui attrape un marteau sur son pied. En fait, ce stimulus va monter le long de cette voie que vous voyez en rouge vers le cerveau. Et c'est le cerveau qui interprète qu'il y a un problème, qui va percevoir ça, et qui ensuite a des capacités de régulation de cette douleur avec cette flèche bleue. On a des endorphines qui sont libérées dans notre cerveau et notre moelle épinière pour réguler ces signaux douleurs. Donc, on n'est pas juste victime de la douleur quand on est en bonne santé. En fait, c'est quelque chose qu'on arrive en principe à réguler. Maintenant, dans le contexte de la douleur chronique, on est dans une situation plus compliquée. Quand la douleur a duré plus de 6 mois, là, notre bonhomme, ça a évolué très mal, sa blessure, et il a une douleur qui est devenue neuropathique avec une sensation de brûlure au pied. Là, toujours, on a ce signal qui monte le long de la moelle épinière qui va jusqu'au cerveau, mais il y a quelque chose de plus, c'est cette flèche rouge que j'ai ajoutée dessus, et on parle de sensibilisation centralisée. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que nos mécanismes de régulation de la douleur dysfonctionnent, et au lieu
lieu d'inhiber la douleur, ça commence à l'amplifier. Alors ça, évidemment, c'est très problématique. Ça touche plus d'1 million de personnes en Suisse. C'est une expérience subjective qui est complexe. Il y a des implications socio-économiques énormes. C'est souvent réfractaire à des traitements conventionnels de type antidouleur classique. Et puis, il y a une comorbidité fréquente avec la dépression et l'anxiété. Et c'est une maladie avec des changements du cerveau. Donc vraiment, on considère la maladie, douleur chronique, une maladie maintenant qui atteint le système nerveux central. Qu'est-ce qu'il y a comme changement du cerveau? Qu'est-ce qui a été décrit? On a décrit qu'il y a une hypervigilance à la douleur. Donc souvent, les patients, en fait, sont comme en état d'alerte et vont percevoir beaucoup plus le signal douleur et les autres signaux associés de danger que ce qu'ils ne le feraient avant que cet état s'installe. Il y a des altérations sensorielles. Il peut y avoir une réponse maladaptative au stress, c'est-à-dire que le stress n'est plus géré comme avant. Et il peut y avoir des biais d'interprétation, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont interprétées d'une manière menaçante. Donc, par rapport à ça, moi, je vais vous parler de techniques psychocorporelles, comme par exemple l'hypnose qu'on utilise ici au CENIC. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut travailler sur certains de ces mécanismes problématiques. Alors, par exemple, avec l'hypnose, la définition de l'hypnose, la transe hypnotique, c'est une attention focalisée avec une diminution de la perception périphérique et une réceptivité augmentée à la suggestion. Ce qui est intéressant, c'est que on peut être pris en hypnose par différentes choses. Alors, une bonne hypnose, c'est si vous vous laissez absorber par un bon film ou par un livre ou quelque chose qui vous intéresse, une activité, peut-être faire la cuisine ou faire du sport. Tout ça, ça peut être une manière d'entrer dans une transe, alors hypnotique ou autre, mais une transe positive. Et puis malheureusement, la douleur peut, un peu comme K le fait avec Mowgli, la douleur peut aussi nous hypnotiser. Et donc, on devient très focalisé sur cette sensation. Et c'est normal parce que c'est un signal d'alerte. Donc, un signal d'alerte est fait pour nous alerter, pour attirer notre attention. Malheureusement, c'est vrai que quand on est dans une douleur chronique, avec ces mécanismes centraux qui se sont mis en place, cette attention ne va pas être utile. C'est pas comme si je mettais la main sur la plaque, qu'il fallait que je l'enlève, qu'il y a quelque chose à faire. Là, il n'y a a priori rien à faire si c'est un nerf qui est atteint. Donc, ce qu'on peut apprendre aux patients, c'est de construire une transe volontaire et dirigée et donc dire stop à ce vilain serpent. Là, ce qu'on fait avec la douleur, c'est qu'on va moduler ce biais attentionnel qui va d'office vers la douleur. On réapprend à sentir d'autres sensations. Et en sentant d'autres sensations, parfois, ça aide à diminuer le signal qui arrive de la zone douloureuse. Un autre mécanisme de l'hypnose qu'on explore aussi avec nos patients, parce qu'on ne sait jamais lequel va être le plus utile pour nos patients, c'est de travailler sur une réattribution de sens. Alors, les sensations qu'on perçoit dans notre corps, en fait, elles sont souvent assez ambiguës. Comme par exemple cette jeune femme qui a des sensations désagréables dans le ventre, eh bien, elle pourrait interpréter ça de différentes manières. Peut-être qu'elle a une image comme ça, assez terrible, de ce qui se passe dans son ventre, qu'il y a peut-être une tumeur ou quelque chose d'affreux qui se passe. Ou peut-être qu'elle s'imagine simplement qu'elle a trop mangé et qu'il y a tous les aliments qui sont en train de faire la fête dans son ventre. Évidemment, cette interprétation différente va faire que d'un côté, peut-être elle ira consulter et de l'autre, elle va peut-être adapter un peu son mode de vie, prendre meilleur soin de son ventre. Et puis, c'est pas du tout la même chose comme interprétation, l'une étant plutôt inquiétante et l'autre étant plutôt rassurante. Donc, on peut travailler sur ces réattributions de sens dans les perceptions qu'on a. C'est vrai que la douleur, a priori, quand on sent que ça fait mal, on se dit ça va pas. Mais quand ça fait mal depuis longtemps, on peut commencer à travailler sur l'interprétation qu'on a de ces sensations. Au vu du temps qui passe, je vais passer sur ça, qui est une étude de recherche, mais de parler juste un peu plus de cette réattribution de sens et comment on peut le faire en clinique avec des transformations métaphoriques. Par exemple, là, notre patient avec son pied qui est comme un volcan, on pourra peut-être travailler à imaginer qu'il met son autre pied dans un lac de montagne, ce qui peut peut-être l'aider à calmer son volcan.
Donc ça, c'est des transformations métaphoriques qu'on peut faire en hypnose ou aussi avec d'autres techniques, par exemple l'art-thérapie, qui est une autre technique psychocorporelle. Avec là, une patiente qui explore son environnement avec des craies grasses et, comme vous voyez, transforme la perception. En technique psychocorporelle, on peut aussi essayer d'aller travailler sur la réponse au stress. Je vous ai dit que souvent, nos patients avec des douleurs chroniques ont une réponse au stress qui est plus tout à fait régulée, plus tout à fait normale, et leur système sympathique est en fait en overdrive, il travaille trop. Et c'est un cercle vicieux. Donc, c'est sûr que la perception constante d'un stress ou d'un danger en forme de douleur va amener à cette réponse du système de stress où les muscles se tendent, où on focalise plus sur les sensations corporelles. Et tout ça va pas être aidant. Donc, on peut essayer de travailler sur cette réponse au stress et essayer d'induire avec l'hypnose ou d'autres techniques psychocorporelles une réponse de relaxation. Et ça peut aider à remettre des choses en meilleure place. Finalement, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était de choisir ses praticiens en termes de techniques de médecine complémentaire. Alors, la médecine intégrative hospitalière se développe en Suisse. En Romandie, il y a le CEMIC. Au CHUV, il y a aussi une offre à Fribourg, surtout en pédiatrie et en soins palliatifs. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'offres en Suisse alémanique qui sont bien plus développées que nous dans ces termes-là, avec aussi des cliniques de médecine intégrative en Suisse alémanique. Juste quelques mots sur ce que nous offrons au CEMIC. Les prestations directes que nous offrons. Alors, au secteur hospitalier, donc pour les patients qui sont hospitalisés, on a de l'hypnose, du massage, de l'art-thérapie et de l'acupressure pour des services avec lesquels on a des conventions. Et en secteur ambulatoire, on offre de l'antalgie intégrative, donc c'est des consultations d'évaluation et de discussion avec les patients de, au fond, quelle thérapie est-ce qu'on pourrait ajouter par rapport à ce qu'ils ont déjà pour essayer d'atteindre leur but thérapeutique. Et l'oncologie intégrative, la même chose pour des patients qui souffrent d'un cancer, l'acupuncture, l'hypnose. Et puis, on a des groupes de patients pour des patients qui ont un cancer avec l'art-thérapie et de l'hypnose et la douleur de la méditation pleine conscience. Là, je vais vous tirer des recommandations en fait qui viennent de ce petit guide qui a été édité par la Ligue suisse contre le cancer, qui parle de médecine complémentaire, qu'on a contribué en fait à développer il y a quelques années. Et puis, c'est vraiment un guide qui se veut pour les patients. On a un projet de développer quelque chose de similaire pour les patients qui souffrent d'une sclérose en plaques. Donc, vous sachiez, on pense à vous aussi, mais c'est quelque chose pour le cancer qui était déjà quelque part plus avancé et qui existe déjà. Et vous pouvez le télécharger sur le site de la Ligue contre le cancer comme format PDF si vous souhaitez. Donc là-dedans, il y a un petit module sur choisir son praticien. Alors, il y a vraiment cette partie sur choisir quel type de formation le praticien a, parce que ça va influencer le type de facturation. Comme je vous l'ai dit, les médecins qui ont une attestation de formation complémentaire, que ce soit en phytothérapie, en acupuncture, en médecine anthroposophique, vont être remboursés par l'assurance de base. Les autres pas. Donc, les médecins au bénéfice d'une formation autre en médecine complémentaire, comme par exemple l'hypnose, ça va être en fait facturé comme une consultation de base. Ou bien une consultation spécifique, par exemple psychosomatique ou bien dentalgie. Et certaines thérapies, les médecins, mais ça c'est très rare, qui vous le proposent en facturation complémentaire ou paiement privé. En fait, la plupart du temps, c'est sur la base, mais avec un code autre. Et puis, il y a des thérapeutes au bénéfice d'un diplôme fédéral, et puis d'autres thérapeutes qui vont être dans des répertoires comme celui de la RME, de l'ASCA, qui vont être pris en charge par la complémentaire. Donc ça, c'est vrai que c'est très important parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir une assurance complémentaire, ça va être pour votre poche. Alors,
il y a des réflexions à avoir quand même. C'est s'il y a un thérapeute qui vous offre quelque chose qui vous semble vraiment très bénéfique, et ça, on le voit bien avec nos patients, ils nous le racontent bien. De temps en temps, ils sont prêts à payer de leur poche plutôt que d'aller faire quelque chose de très coûteux ou en termes de leur quote-part qu'ils vont devoir mettre avec un médecin, ça sera pas intéressant. Donc, c'est des réflexions que nous accompagnons nos patients à avoir, mais c'est pas tout simple à naviguer ce système. Et puis finalement, il y a des choses par rapport à est-ce que ce thérapeute m'offre une approche sérieuse? Est-ce qu'on est dans quelque chose de solide? Et ce qu'on voudrait, et là il y a un certain nombre de critères, c'est que les thérapeutes ils soient clairement indiqués quel genre de formation ils ont, qu'ils s'intéressent au réseau de soins que vous avez déjà, qu'il n'y ait pas d'interaction négative, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'arrêter des autres traitements que vous faites déjà, qu'il y ait une discussion et une explication de qu'est-ce qui vous est proposé, qu'on vous laisse du temps éventuellement pour réfléchir aussi, qu'il y ait une clarté sur comment ça va être remboursé ou pas et quels frais vont être impliqués. Tout ça, c'est des signes d'une approche sérieuse. Et effectivement, des signes de méfiance aussi seraient si on vous conseille quelque chose qui est très coûteux, mais qu'on n'est pas prêt à discuter avec vous, qu'il n'y a pas de plan de thérapie de ce qui va venir, qu'on vous met sous pression pour accepter quelque chose rapidement, etc. Quelques autres critères ici. Le plan de traitement aussi devrait vraiment vous être expliqué le mieux possible. Et puis, idéalement, vos praticiens et vos médecins se parleraient. Parce que il faut qu'on ait idéalement une vision la plus comment dire, conjointe possible pour qu'on aille dans le bon sens avec vous, pas qu'on tire chacun sur un bout de couverture et qu'au fond vous vous y retrouviez pas, ou que ça vous mette vous en porte-à-faux ou sous pression, parce que c'est vous qui vous retrouvez à faire les relais et à essayer de tout mettre ensemble. Et ça peut devenir très compliqué. Donc ça, c'est ce que nous souhaiterions et dont finalement vous êtes quand même les porteurs de choisir si vous êtes en des bonnes mains. Voilà, ça c'était tout ce que je voulais vous dire d'emblée comme ça. Évidemment, je suis ouverte à des questions et à de la discussion et je vous remercie pour votre attention ici avec mon équipe. Merci beaucoup, professeur. C'était très, très intéressant. J'ai déjà reçu quelques questions, donc je vais juste reprendre mon écran, si ça vous va. Et peut-être on arrête le partage du mien, comme vous voulez. Oui, exact. Normalement, ça va. Voilà, normalement, le vôtre n'est plus visible et on voit les questions. Alors, je vais regarder un petit peu. J'avais une première question là qui était au sujet de la cryothérapie, hein. Que pensez-vous de la méthode justement de cryothérapie avec des 3 minutes à moins 180 degrés, par exemple? Ouais, donc pour l'instant, pas de preuves scientifiques, pas assez de recherches sur ce sujet-là. Et d'autres thérapies parlent d'exposition au froid, je pense notamment au Wim Hof, des choses comme ça. C'est pareil ou Oui, alors Wim Hof, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, ça se base sur quelque chose qui a été étudié dans Wim Hof et dans des jeunes volontaires sains. Donc les études, moi je les ai bien lues, elles sont assez fascinantes. Il y a aussi des jolies vidéos sur Internet où on peut voir les jeunes hommes qui vont faire le froid là en Pologne. Et puis c'est quelque chose où très honnêtement par rapport à des patients en situation de santé fragile, je les enverrai pas faire ça parce que c'est assez brutal, hein. C'est vraiment le lac gelé pendant des longs moments et puis ensuite le sauna, l'hyperventilation contrôlée, c'est des trucs qui sont physiologiquement stressants, on va dire. Donc c'est quelque chose où avant de le faire, je conseillerais à un patient dont la santé est peut-être un peu fragile, d'en discuter avec son médecin, parce que c'est pas anodin. C'est pas parce que on peut le faire tout seul à la maison que le corps est fait pour y résister, on va dire. Donc c'est comme tout le monde n'est pas fait pour aller sur l'Everest. Il y a des gens qui vont se sentir mal parce que c'est juste trop de stress pour leur corps. Et là, on est dans quelque chose qui physiologiquement est un gros stress
physiologique. Alors oui, possiblement sur des jeunes hommes sains de 25 ans, ça peut avoir un effet très intéressant sur leur physiologie. Wim Hof a l'air effectivement d'être en bonne santé et de bien vivre ça en s'étant exercé pendant des années, mais a priori justement il ne souffre pas d'une maladie chronique et il fait de l'auto-expérimentation quelque part. Donc là, il faut être un tout petit peu prudent par rapport à votre santé. Est-ce que votre cœur, est-ce que votre corps est prêt à prendre ça? Tout comme, voilà, on n'irait pas courir un marathon si on ne s'est pas exercé en premier, etc. Donc ça, c'est vraiment une prudence que j'aimerais souligner. Et puis du point de vue de la démonstration des effets, de nouveau, c'est pour l'instant dans des populations surtout de volontaires sains. Et je crois qu'il y a une petite population rhumatologique où il y avait peut-être une amélioration de facteurs inflammatoires. Mais on n'est pas encore dans des degrés de preuve très convaincants pour des patients avec des maladies. Et pour la sclérose en plaques, je n'ai rien trouvé à ce jour. Très bien, merci beaucoup. J'avais une autre question au sujet de la vitamine D. Une personne qui dit que la LAMAL a de la peine à prendre en charge. Et est-ce que les analyses sont prises en charge aussi pour justement les prises de sang pour savoir le taux de vitamine D? Oui, un bilan vitaminique est pris en charge par la LAMAL. Après, si vous faites des bilans toutes les semaines, peut-être pas. Donc, c'est aussi une question de fréquence. Les assurances sont un peu méfiantes quand on fait des testings répétés, ils risquent à un certain point de couper. Mais un testing de vitamines basiques est pris en charge. Après, Ok, très bien. des analyses plus poussées, parce qu'effectivement, il y a des thérapeutes complémentaires qui recommandent de doser des minéraux, des substances potentiellement toxiques, etc. Et là, on rentre dans des analyses qui sont pas forcément remboursées. Ok, très bien. J'ai aussi une personne qui voulait ajouter un petit témoignage personnel en disant que grâce à l'auto-hypnose, elle arrive justement à gérer les différents troubles dont elle souffre. Excellent, ça me fait vraiment très plaisir. Alors c'est vrai que nous travaillons assez étroitement avec des collègues de la neurologie au CHUV et on reçoit un certain nombre de patients, on leur enseigne l'auto-hypnose ici et j'ai vu des vraiment belles évolutions. Mais ça demande de pratiquer. C'est-à-dire que c'est pas une baguette magique, c'est pas j'applique la magie et le patient sort en bonne santé. C'est vraiment on enseigne des techniques et ensuite les patients deviennent indépendants avec ces pratiques où en fait on co-construit quelque chose qui marche pour eux. Et du coup, auto-hypnose et hypnose, c'est la même approche? Pas du tout. Ou L'auto-hypnose, c'est faire de l'hypnose tout seul à la sur maison. soi-même? Hmm. Oui, c'est ça, exactement. Et puis ici, on a une technique où on essaye vraiment de favoriser dès la première séance. En fait, on donne des enregistrements aux patients pour qu'ils continuent à pratiquer à la maison, avec une volonté vraiment très rapide d'une indépendance de la pratique, parce qu'on n'est pas là justement pour transformer les gens, on est là pour les accompagner sur un chemin que eux connaissent. Très bien. Il y avait une question aussi sur le Reiki. Vous en avez parlé tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas forcément un haut niveau de preuve. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce on a aussi pas mal de personnes dans les formations qui demandent qu'il y ait des choses sur le Reiki. Euh, Ouais, le Reiki, on est dans une technique énergétique. Et en fait, il y a très peu de recherches sérieuses sur le Reiki pour l'instant, malheureusement, parce que conceptuellement, c'est intéressant. La formation est rapide, donc souvent les personnes sont formées assez rapidement. Donc ça permettrait, si on pouvait démontrer l'efficacité, d'avoir beaucoup de praticiens. Mais pour l'instant, pas assez de recherches sur ce thème-là. Avec un mécanisme d'action qui est pas très clair. Enfin, comme toutes les thérapies énergétiques, on travaille sur quelque chose qui n'est pas pour l'instant mesurable. Si quelqu'un a l'impression que son énergie est déséquilibrée ou mal balancée et que vous allez chez un thérapeute et qu'il confirme cette impression et qu'il commence à travailler sur votre énergie interne, ça reste des perceptions entre vous et cette personne-là. Mais c'est très difficile à étudier.
Ok, très bien. Et une dernière question au sujet, oui, quelle collaboration a le CEMIC avec des instituts comme l'Institut de la douleur, hein, à Lausanne, par exemple, enfin le Swiss Pain Institute. Mais c'est un partenaire externe, c'est-à-dire que nous sommes, enfin moi je suis affiliée au centre d'antalgie du CHUV et nous partageons des locaux d'ailleurs avec le centre d'antalgie du CHUV. Donc c'est vrai que ça c'est notre référence universitaire actuelle. Le Swiss Pain Institute est un collaborateur de temps en temps autour de certains patients et un partenaire de qualité qui offre en ambulatoire et en privé une approche antalgique très semblable à celle du centre d'antalgie du CHUV. Ok, très bien. Parfait, bah, je crois qu'il y a pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes réponses et si quelqu'un a envie de rebondir peut-être sur ma réponse à leurs questions, je suis à disposition pour ça parce que c'est vrai que c'est un peu triste, hein, c'est, euh, ces séminaires à distance où on voit pas les gens avec qui on interagit. Moi, j'aime bien répondre aux questions des gens puis vérifier qu'ils ont bien la réponse qu'ils avaient besoin et que j'ai répondu juste par rapport à leurs questions. Oui, je comprends. Effectivement, c'est c'est un peu frustrant. On peut un jour organiser aussi quelque chose en ligne avec les vidéos. C'est aussi faisable. Oui. Ou des soirées d'information qu'on organise assez régulièrement. Mm. Bah, je regarde encore si une autre question arrive d'ici la fin, puis peut-être je passe juste là cette petite partie encore sur ce que la société CEP du coup propose. Parce que justement, on a bah, tout un tas de prestations, d'informations de la part de notre équipe conseil, donc qui est composée d'assistantes sociales et puis d'une infirmière spécialisée en sclérose en plaques. Donc, il faut vraiment pas hésiter à nous appeler aussi à l'infoline, donc qui est tous les jours de 9h à 13h ou par email. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, si vous avez des questions plus spécifiques encore bah, suite à ce webinaire, vous pouvez aussi encore nous les transmettre par après et on y répondra volontiers aussi en collaboration avec la professeure Bernard Renella. Voilà, et puis peut-être juste un tout petit point sur les formations et les cours qui sont encore à venir. Donc on a un cours en ligne qui va commencer la semaine prochaine en lien avec la méthode Feldenkrais. Alors ça, je sais pas ce que j'en profite pour vous poser la question. Euh, Qu'est-ce que vous en Oui, c'est une pensez? technique très intéressante, une technique plutôt corporelle en fait, où on apprend à sentir comment on fait les mouvements et comment nos muscles travaillent avec des tout petits mouvements. C'est vraiment beaucoup d'observation de soi et de perception fine du corps, et qui peut aller un peu vers le psychocorporel parce que justement observation du vécu corporel. Et ça, c'est très intéressant. J'ai eu des échos, mais là, de nouveau, peu d'études. Hein, et c'est la problématique de techniques qui sont souvent faites par des praticiens qui, du coup, sont pas des chercheurs et donc qui n'ont pas forcément les moyens non plus de monter une recherche, mais de témoignages intéressants de personnes qui ont pu retrouver une autre manière de faire des mouvements qu'ils avaient trouvé difficiles à cause d'une atteinte neuropathique à travers de ce type de technique. Ok, très bien. Eh bien, si jamais donc là, ce sera avec un focus sur les problèmes de sommeil avec la méthode du Sound Sleep System. Donc, il y a encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est justement une infirmière spécialisée en Feldenkrais qui va donner le cours. Le 22 septembre, on a une demi-journée à la clinique Valmont sur l'évaluation et la rééducation neuropsychologique et logopédique qui nous sera proposée. Et puis le 27 septembre, on a un webinaire qui sera donné par le registre suisse CEP hein, sur les facteurs de risque de la sclérose en plaques, avec un focus sur le rôle du système immunitaire et de la mononucléose infectieuse. Voilà, et puis finalement, le 15 octobre, il y a les bienfaits de l'aromathérapie à Villars-sur-Glâne. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web où vous trouvez encore toutes les autres formations aussi d'ici la fin de l'année. Et il y en a beaucoup. Voilà.
J'ai pas reçu d'autres questions, donc je crois qu'on peut s'arrêter là. Le webinaire sera donc en ligne d'ici quelques jours. Et merci infiniment pour toutes ces informations et pour votre temps, professeur. Et puis merci à toutes celles et ceux qui ont participé ce soir. Et on espère vous revoir bientôt. Voilà. Merci pour votre accueil. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.